Je voudrais commencer par féliciter et remercier les autorités qui m'ont invité à cette grande rencontre africaine, à savoir Madame Kadine Diengay, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal, et Monsieur Biram Barou Diouf, administrateur général du Monument de la Renaissance africaine. Je dois dire que j'ai été très sensible à leur invitation pour cette grande rencontre africaine, d'autant plus que les mots employés pour m'inviter traduisaient une très grande affection, une très grande estime, une très grande considération. Je le remercie très profondément du fond du cœur. Bien évidemment, je dois dire toute ma considération, tout mon respect au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et à M. Ousmane Sanko. Ces deux hommes ont toujours été dans les hauteurs s'agissant des problèmes africains. Nous le savons. Et le dire n'est qu'une affaire de reconnaissance. Le Sénégal, moi personnellement, ce n'est même pas une patrie, une seconde patrie. Je me considère moi-même comme de là, comme né de là. D'autant plus que tous les intellectuels sénégalais, toute l'élite intellectuelle sénégalaise m'a toujours considéré avec beaucoup d'estime. Beaucoup d'amis sont partis, tels qu'Ibader Thiam, Traoré Bakary, ou tout récemment Diaye, et tant d'autres qui vivent encore, tels que Magli Gassama. J'ai toujours eu leur grande affection, et tant d'autres que je n'ai pas cités, sur leur grande affection. Mais un peu de chronologie. Un jeune Sénégalais, âgé à peine de 24 ans, à Paris, en 1947, écrit dans la revue Pensée vivante, à quand pourra-t-on parler de la Renaissance africaine? C'est Cheikh Anta Diop. À peine arrivé 2 ans en France. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le moment des chartres, des chartres, des conférences pour les droits de l'homme, les libertés, des peuples, les associations, etc., etc. Et ce jeune garçon, à peine 24 ans, il pose déjà le problème de la renaissance culturelle africaine qui est encore colonisée. Et depuis plus de 75 ans, nous avons toujours cette question. Nous avons toujours cette question. Pourtant, on a fait beaucoup de réunions à Dakar sur la culture, la renaissance culturelle. J'ai cité celle organisée par le président Abdoulaye Wade. Le président Sassou Nguesso au Congo, quand il dirigeait l'Union africaine, avait organisé une conférence panafricaine convoquant les hommes scientifiques du continent africain, Brazzaville, pour parler également de ces choses-là. À Abidjan, il y a eu beaucoup de conférences de renaissance africaine. À Yaoundé aussi. Dernièrement, c'était sur la pensée africaine sous la direction ou l'autorité du professeur Bina Bikoy. Il y en a eu beaucoup de ces conférences-là déjà faites. Ce qui signifie que le problème posé
par Cheikh Anta Diop à 24 ans. Il venait à peine d'arriver en France, à peine 2 ans. Il dit à quand parlons-on, jusqu'à quand parlera-t-on, à quand parlera-t-on de la Renaissance africaine? Et ce questionnement est encore le nôtre aujourd'hui, après plus de 75 ans. Voilà la lucidité d'un jeune Sénégalais. Voici non seulement la lucidité, mais l'inquiétude dans le monde, le rapport à l'Afrique dans le monde, le questionnement de l'avenir de l'Afrique. Ce que doit être l'Afrique, déjà s'est posé. Alors quand on parle de Renaissance, ça suppose 2 choses au moins. Il y a une partie de la vie, de l'existence, qu'on subit, on subit. Et après, on prend conscience, on se réveille. Par exemple, les Européens n'ont pas connu leurs antiquités gréco-latines directement par eux-mêmes, non. Ce sont les arabo-musulmans, de Bagdad notamment, qui ont traduit les Grecs en arabe et qui, à partir de l'arabe, ont montré ça aux Européens, notamment lorsqu'ils étaient faits de l'Espagne musulmane, à Séville et à Cordoba, les Avicens, les Averroès, etc. Ils ont enseigné la philosophie grecque en arabe aux Européens qui ne connaissaient pas leurs antiquités. Et de là, le mouvement est parti en Italie, qui a fait le Quattrocento, le 4e siècle, le 14e siècle, avec déjà comme Pétrarque. Et de là, ça a gagné les autres parties de l'Europe septentrionale, telles que la Hollande notamment, le Erasme, et puis l'Angleterre, le Thomas More, etc. C'est là qu'ils ont dit non, mais les Grecs et les Latins dont parlent les Arabes, ce sont nos ancêtres. Allons directement nous-mêmes. Et c'est la création des humanités européennes. C'est ça qu'on appelle les humanités européennes. On retourne nous-mêmes directement à nos propres unités, à nos propres passés. On questionne, on assume notre passé sans intermédiaire. On les remercie, mais on peut le faire nous-mêmes directement. Vaut mieux faire sa culture soi-même que par un autre. D'où la Renaissance occidentale. Et après la Renaissance, le mouvement va continuer. Ce sont le siècle des Lumières, avec les Montesquieu, les Voltaire, les Diderot, les Rousseau, Helvétius, etc. Voilà le mouvement, c'est le mouvement qui existe dans les peuples, ça ne se fait pas spontanément. Mais nous étions morts. 7 siècles de colonisation, d'esclavage. On avait perdu nos racines, on était désarticulés. Les jeunes gens, les jeunes filles solides étaient déportées, jetées même dans l'océan. Et vendus comme esclaves. Travaillaient gratuitement pendant 7 siècles. Donc la sève robuste de l'Afrique était partie. L'Afrique était vidée de sa vigueur humaine, vidée, détruite. Et le travail là-bas était gratuit. Des êtres humains qui parlent des valeurs, qui vendent d'autres êtres humains comme du bétail. Et les êtres humains travaillent gratuitement, ont bâti les États-Unis par leur travail dans les plantations, dans les champs, les trains, les hôtels, la vie publique, la vie culturelle, etc. Et gratuitement, dans le racisme. Et l'Europe en a bénéficié. Toute l'Europe avait des colonies. Un petit pays comme le Portugal avait le Brésil. C'est Cabral qui a donné le Brésil au Portugal en 1555. La Suède avait Sainte-Lucie, là où il y a le poète. Il y a toutes ces colonies, les Pays-Bas n'avaient, l'Angleterre n'en parlons pas.
Ils en avaient, la France n'en parlons pas, tous les ports, des ports négriers, Bordeaux, Dieppe, Saint-Malo, Nantes, Rouen, Dunkerque, toutes ces histoires-là, c'est des ports négriers. Ils ont donné de la richesse gratuitement, par le sucre, par la canne à sucre, par la pomme, etc. Et ayant cette richesse-là, on a précipité la révolution industrielle. On a fait la révolution industrielle, les grands paquebots, les chemins de fer, les télécommunications modernes, les banques. On a fait ça. Et les pays qui ont fait la révolution culturelle ont été développés. Par exemple, le Japon avait déjà fait ça. Ils ont suivi le mouvement. Et les États-Unis, qui étaient une colonie recevant tous les gangsters, etc., ils se sont révoltés, ils ont demandé leur indépendance. L'indépendance des États-Unis par rapport à l'Angleterre. Donc c'était la colonie. Et après 10 ans seulement, ils se sont réunis sous Franklin à Philadelphie pour faire la fédération des États-Unis, 10 ans après l'indépendance. Ils ont fait la fédération. Et ce sont des jeunes gens qui ont fait les États-Unis d'Amérique dont on parle aujourd'hui. C'est des jeunes gens. Jefferson avait 28 ans. Madison, qui serait le 4e président, avait 30 ans. Hamilton, l'avocat de New York, qui va créer la Constitution, il avait 33 ans. Ce sont des jeunes gens de 30 ans qui ont fait les États-Unis. Le plus vieux d'entre eux était le général Washington, qui deviendrait le premier président. Il n'y avait pas de capitale encore à Washington. Il a prêté serment à New York. C'était à New York qu'on a prêté serment. Il n'y avait pas de capitale. C'était il avait une 50aine d'années, le président Washington, George Washington. Et lui-même, le physicien et le philosophe Benjamin Franklin. Il partait par toutes les réunions, il avait la goutte. Mais il a dit, faites, je suis ni président, ni ministre, ni rien du tout, mais il faut faire ces choses-là. Parce que ça sera puissant, on va diriger le monde. Et aujourd'hui, on le voit bien avec Trump. Ces choses-là, ça se décide, ça se veut, il faut une volonté. Il faut que quelques-uns se lèvent. Il faut faire comme ça. On n'a pas besoin de demander la permission si tout le monde est d'accord, si tout le monde veut, si tout le monde... Non, faites. Si vous estimez que c'est bon, ils vont faire. Et le cas contraire, l'Amérique latine, qui était libérée par le général Simon Bolivar, dont le nom c'est de la Bolivie. Bolivar, il a dit au Congrès de Panama, faisons les États-Unis de l'Amérique latine. On est riche, on a la forêt, les mers, le pétrole, tout ce qu'il faut, mieux que les États-Unis même. Faisons ça. Ils ont refusé qu'on n'ait pas mieux, chacun doit faire, et où nous en sommes. C'est des migrants, c'est la drogue, les narcotrafiquants, il y a un peu le football, on ne parle pas d'eux dans le monde, sauf quand il y a les narcotrafiquants. Et on les refoule des États-Unis, là où ils travaillent pourtant. Voilà le destin. Le destin n'attend pas la majorité. Le destin est montré, Cheikh Anta Diop à 24 ans, dit faites la renaissance africaine. C'est un destin. Et le destin, nous, on doit le faire, puis on a été colonisés, on a été vendus, etc. On doit le faire aujourd'hui, la renaissance. Alors, on a beaucoup parlé de ça, comme le temps presse. Moi, je propose que on peut faire la renaissance dans les mythologies tout le temps. Il faut que la jeunesse africaine accède à toute la documentation, à tous les savoirs contemporains, jusqu'à l'intelligence artificielle. Il faut organiser comme ça la renaissance africaine. Et vous avez les sols, les sous-sols qu'il faut connaître, les terres riches, on va faire l'agriculture, d'autres viendront exploiter ça et vous-même. Vous allez donner la bauxite aux autres.
Vous allez donner de l'uranium aux autres et vous n'avez rien. Il faut faire des centres. L'éducation, la culture, l'enseignement, c'est capital. Il faut connaître l'histoire. On n'est pas que colonisé, vendu esclaves. On a fait des grands empires qui ont été puissants dans le monde. Vous savez qu'il y a l'empereur Jules César. Il y a beaucoup d'empereurs romains. Et c'est blanc, ils sont tous romains. Mais il y a eu, authentiquement, un empereur romain noir charbon. Il peut se faire affaire. Il était César. Comment? Quand tu es empereur, même pendant un mois, même pendant un an, il faut que tu battes monnaie à Cappadoce, en Turquie. Il faut que tu battes monnaie. Or, nous avons les monnaies de 92 et les monnaies de 94. Il n'y a pas les monnaies de 93. Or, il y a l'empereur. Comme c'était un noir charbon, on a voulu jongler. Mais il y a une revue du Moyen-Âge, de l'Antiquité du Moyen-Âge, de la Belgique, qui ont fait cette découverte-là. Même à Bordeaux, les revues ont fait cette découverte-là. L'empereur noir charbon a fait, c'est-à-dire le noir, l'Africain. Et César, il a battu monnaie, il était empereur. Regardez la vraie documentation. Donc, c'est des choses qu'on ignore. L'Empire du Mali, ils ont voulu faire le ministre de Pathé Diaye s'en occuper au temps du président Abdou Diouf. Bakary II, il a voulu traverser, il a traversé l'Atlantique pour aller au Mexique. Bakary II, du Mali. Ils ont eu, les historiens du Bénin disent que des ambassadeurs du royaume de Congo, au nord-ouest de l'Angola, Mbanza Congo, ont été au Bénin. C'est dit par les historiens du Bénin, Bini. Ils disent, sans compter qu'eux-mêmes, ils avaient envoyé un ambassadeur au temps de Louis XIV à Versailles. Et l'ambassadeur a un médaillon à l'époque. Il y a l'ambassadeur du Congo, Nevunda, hein, ambassadeur du Congo. Il est parti à Rome, envoyé par le roi du Congo. Il a eu la fièvre là-bas, il est mort, il était enterré à Sainte-Marie Majeure, avec un monument au Congo, de là-bas au Vatican. Dans sa tombe, là, on peut voir. L'ambassadeur. Donc, si vous lisez bien La Fontaine, il dit que le roi du Luango, au Congo-Brazzaville, le roi du Luango, a été baptisé. Je vous laisse de trouver le nom de ce baptême. C'est Jean La Fontaine qui le dit, lisez La Fontaine. Comme le roi de Zimbabwe, les colons du Zimbabwe étaient baptisés aussi. Il a eu son nom aussi. Donc, il y a eu de grandes puissances, de grands royaumes, de Njoya avec l'écriture, d'Ashanti avec de l'or, les sandales, les lits en or, avec les baoulés, avec les arcans, si vous voulez en gros, hein, avec il est Ifé qui a fait le bronze. Alors comme le noir est imbécile, on dit que ce sont les Carthaginois qui sont venus faire le bronze. Il est Ifé. On voit bien que c'est de la rigolade. Le bronze, la technique du bronze, des alliages. Il est Ifé. Ibadan, grande civilisation. Il est Ifé. Le Bénin. Les rois Glélé, qui étaient en exil même au Maroc. Glélé. Les rois du Bénin, Dansomé, grand royaume, dont l'influence va jusqu'au Ghana. C'est le fond et les évêques, c'est pareil jusqu'au Togo. Et dont les armoiries rappellent, étudiées par des historiens, les Capochichi et
et les historiens de là-bas, et les histologues là-bas ont étudié, qui ressemblent aux armoires des pharaons, sans compter le royaume de Kazembe, vers la Tanzanie là-bas, vers la Zambie, Nyamwenzi, grand royaume, grand empire, hein, avec des pirogues qui avaient au moins 200-300 types dans ces pirogues, fait par les Zulu Shaka, qui a combattu, etc. Il y a eu des gens dans l'ancien temps, dans le temps moderne aussi, qui ont lutté, les Mandela, les Lutuli, les Kenneth Kaunda, les Nyerere, les Jomo Kenyatta, les Lumumba, les Unyobe, les Félix Moumié, les Boganda, Barthélemy Boganda, Nelsia, etc. Il y a les Azikwe, au Nigeria, ils ont lutté. Lui parle déjà de la Renaissance africaine aussi récente, etc. Il y a eu le Ghana, Kwame Nkrumah, il y a eu Lumumba, il y a eu Cabral. Et n'en parlons pas, les plus jeunes, les Modibo Keïta, et le plus récent, notre vénéré Thomas Sankara, qu'on ne peut jamais oublier. Et c'est bien que ils ont une mission, le Sénégal a une mission particulière à accomplir, il faut qu'elle accomplisse. Et toute l'élite culturelle et intellectuelle africaine est là. L'Afrique est puissante, mais si elle ne manifeste pas sa puissance, elle sera colonisée par d'autres qui voudront qu'elle ne soit pas puissante. Voilà l'enjeu de la Renaissance africaine. Je vous remercie.